Bienvenue à tous. Il s'appelle Joseph Miniti, il est le maire sortant de la Seine-sur-Mer dans le Var. Il se présente aux élections municipales de 2026. Vivre avec ces gens-là, c'est une expérience absolument extraordinaire. Aujourd'hui, nous le recevons hors débat de campagne, hors discours politique, en toute intimité. La politique est devenue quelque chose de difficile. Quelquefois l'insulte, quelquefois c'est pas joli, c'est pas beau. Avec Arthur Pecht, j'ai commencé à prendre goût à la politique, mais à cette envie, à ce besoin de se consacrer à la chose publique. Bonjour Joseph, bienvenue sur la chaîne Les Non-Dits. Pouvez-vous vous présenter ? Eh bien écoutez, vous m'avez présenté puisque je m'appelle Joseph Miniti. Je suis effectivement le maire sortant. Je ne suis pas le maire depuis le début de ce mandat toutefois. Des événements ont fait que j'ai réalisé ce qui n'était pas prévu. D'adjoint au maire, j'ai été élu maire il y a quelques mois, avec pour mission que je m'étais donnée de terminer ce mandat dans la sérénité et l'apaisement de notre conseil municipal. Voilà. Et puis d'autres collègues élus, responsables politiques ou responsables de toutes les villes qui entourent la Seine m'ont convaincu après beaucoup d'insistance quand même, qu'il fallait que je continue, que je sois à nouveau candidat pour apaiser totalement de cette ville de la Seine qui, sur le plan politique, a toujours connu historiquement et des allers-retours un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu au milieu. Il y a toujours eu une certaine indiscipline élective, on va dire. Voilà. C'est la bonne réputation de la Seine-sur-Mer. C'est la réputation de la Seine-sur-Mer. Et ce que je souhaite essayer de faire, c'est que la Seine devienne une ville, sur ce plan-là au moins, puisque sur le reste, plein de choses sont tout à fait bien à la Seine, mais qu'elle devienne au moins sur le plan de la politique et de la gestion de cette commune, que ça devienne une gestion apaisée, qui ne pourra être qu'au bénéfice des Seinois. Est-ce que je peux vous appeler Jo ? Parce qu'à la Seine-sur-Mer, tout le monde vous appelle Jo et non Joseph. Alors, non seulement ça ne me gêne pas, mais au contraire, ça me fait plaisir. De toute façon, on m'a toujours appelé Jo dans ma carrière professionnelle, puisque j'ai été journaliste pendant toute ma carrière, et tous mes articles, toutes mes photos ont toujours été signés Jo. C'est comme ça, et j'y suis tellement habitué que quelquefois même, je me pose la question de savoir comment je me prénomme exactement. Est-ce que vous êtes né à la Seine-sur-Mer ? Non, je suis né à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. C'est la ville des parfums. La ville des parfums, bien sûr, des fleurs et des parfums. Je suis né à Grasse de parents italiens qui étaient venus s'installer dans les Alpes-Maritimes. Et j'ai vécu une première partie de ma jeunesse dans les Alpes-Maritimes, où j'ai fait une partie de mes études à Cannes, avant que mes parents viennent s'installer à Toulon, où j'ai terminé mes études à Toulon et où j'ai fait une grande partie de ma vie professionnelle. Je dis une grande partie parce que les 12 dernières années, j'étais plutôt à Marseille. J'ai travaillé, mes débuts ont été au journal Var Matin dans le Var, et puis lorsque le groupe Lagardère a racheté le journal, on m'a demandé de venir à la direction du groupe à Marseille, ce que j'ai fait, et j'y ai fait donc mes 12 dernières années professionnelles. Vous habitez à la Seine depuis quand ? Et j'habite à la Seine depuis 1979. D'accord. J'habitais Toulon et je me suis installé à la Seine tout simplement au départ pour des raisons pratiques, puisque le journal dans lequel je travaillais était installé à Olioul
et que j'habitais avant ça de l'autre côté de Toulon, à l'est, vers le Cap Brun, j'en avais un petit peu assez de traverser la ville 4 fois par jour. Donc j'avais trouvé la maison qui me plaisait à la Seigne et je m'y étais installé. Et qu'est-ce qui vous y a retenu? Ce qui m'y a retenu, écoutez, je me suis attaché à la Seigne, je m'y suis intégré, je suis devenu seinois totalement, pleinement. Je n'en ai aucun regret. Aucun regret, même s'il est vrai que pendant mes dernières années dans ma profession, où, comme je vous le disais, je travaillais à Marseille, j'étais peu souvent à la Seigne, je faisais des allers-retours 2-3 fois par semaine, j'y étais le week-end, et puis à la Seigne, je n'y ai pas d'attache familiale particulière à la Seigne, mais si j'en ai une d'attache, c'est que j'ai une place dans le port de la Seigne pour mon bateau. Et quand on pratique le bateau, personne ne me contredira, c'est de l'affect, c'est de l'amour que l'on porte à son voilier ou son bateau moteur, peu importe. Et voilà. J'ai mon bateau qui est au pied du pont Levant à la Seigne, et de là, je peux, quand je suis à bord, déjà, je m'évade déjà. Je vois ce pont qui est absolument fantastique. La mairie en face. J'y aperçois mon bureau maintenant. Et je m'y trouve très, très bien. Ce pont, il y a une histoire? Alors, ce pont, il a une histoire. Quel est le fabricant? Alors, on a beaucoup dit que c'était Eiffel. Je ne suis pas sûr que ce soit M. Eiffel qui ait construit, mais je crois qu'il a été à minima construit sur des plans Eiffel. D'accord. Voilà, il a Donc été. C'est une copie. Et d'ailleurs, il n'est pas classé monument historique, mais il est classé à l'inventaire des monuments historiques, ce qui est l'étape juste en dessous. C'est devenu Et un c'est symbole. l'image de la Seigne. C'est le symbole de notre ville. C'est un peu la tour Eiffel de la Seine-sur-Mer. On peut pas l'enlever, c'est pas possible. Il est hors de question de l'enlever, bien évidemment. Certains y avaient déjà pensé. Certains y avaient pensé, parce que, vous savez, le pont, moi j'y tiens beaucoup, mais en même temps, il représente une contrainte et des obligations pour beaucoup de choses. Parce que le fait qu'il soit classé, ça impose dans un certain périmètre autour de certaines restrictions, certaines contraintes. Vous ne pouvez pas construire, peindre votre maison de la couleur qui vous plaira. Il faut que vous soyez en harmonie avec les consignes de l'architecte des bâtiments de France. Tout ça impose une certaine discipline dans l'environnement. À part la plaisance, quel est le lien intime que vous avez avec la Seine-sur-Mer? Eh bien, écoutez, celui qui me lie à la Seigne, c'est que en 2000, bon, j'y étais lié bien avant, mais surtout en 2000, en 1999 exactement. Un jour, j'ai reçu un coup de fil de monsieur Arthur Pecht, du docteur Pecht, qui me dit, que je connaissais, puisque je le connaissais un petit peu professionnellement, qui me dit « J'ai l'intention d'être candidat à la mairie de la Seigne. Est-ce que vous accepteriez de devenir un de mes adjoints ?» C'est une question que je ne m'étais jamais posée auparavant. Moi, la politique, je savais un petit peu ce que c'était, mais par l'envers du décor, puisque j'étais journaliste, et que, en quelque sorte, j'étais assis à la place que vous occupez aujourd'hui. Et puis je me suis dit que pourquoi pas, c'était un challenge. Moi, je suis un homme de challenge, je ne peux pas rester inactif. Je suis en permanence en mouvement, et je me suis dit, pourquoi pas, c'est une belle expérience, ça peut être une nouvelle aventure qui commence, et j'ai accepté. Et là, avec Arthur Pecht, j'ai commencé à prendre goût à la politique. Mais quand je dis à la politique, je ne dis pas à la politique des partis.
Je, je veux dire par là à cette envie, à ce besoin de se consacrer à la chose publique. Hein. Et si je continue encore aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de travailler pour cette ville, pour ses habitants. Cette ville, bon, on le sait, depuis un peu plus de 40 ans maintenant, ou une quarantaine d'années, elle est tristement sinistrée depuis la fermeture des chantiers navals. Et je pense que cette ville n'a pas encore totalement fait le deuil de la navale. C'est clair. Hein, on a tourné des pages depuis. Des maires successifs ont voulu tourner des pages, mais le livre n'est pas encore refermé. Le deuil est encore très à vif. La plaie n'est pas cicatrisée encore. Et je veux essayer de m'appliquer à cicatriser cette plaie, hein, à faire en sorte que les Seinois puissent redevenir ce qu'ils étaient avant la fermeture des chantiers, c'est-à-dire une population heureuse, hein, qui certes ne vivait pas non plus dans l'abondance. Il ne faut pas non plus imaginer que avant les gens vivaient richement, mais ils vivaient beaucoup plus heureux qu'aujourd'hui, je le pense. Vous avez grandi dans quel environnement? C'était quoi le paysage de votre enfance? Mon paysage d'enfance, ça a été les Alpes-Maritimes, ça a été Grasse, ça a été le souvenir de ma maman qui, comme on disait à Grasse, allait 2 fois par an. On disait que les habitants allaient à la fleur, c'est-à-dire qu'ils allaient ramasser le jasmin, par exemple. Et là, il y avait toute la ville, quasiment. Et aller à la fleur dans les environs de Grasse, c'est un petit peu comme on va faire les vendanges ailleurs. Hein, on y va, ça chante dans les champs, ça rit. C'est un moment heureux pour tous. Hein, et je me souviens de ma maman qui, avec son tablier, remplissait le tablier de pétales de jasmin. Ça, c'est un de mes souvenirs. Mais j'ai aussi vécu pendant 2 ans dans les Ardennes. Alors là, c'était totalement différent parce que mon papa avait de la famille dans le nord de la France. Et un jour, un de ses frères lui a dit « Viens dans les Ardennes, tu vas voir, il y a du travail pour tout le monde et on gagne beaucoup d'argent. » Et mon père est parti. Il est parti pendant 2 ans. 2 ans après, nous sommes partis le rejoindre et j'ai passé 4 ans de ma prime jeunesse dans les Ardennes avec le souvenir d'un hiver où je partais à l'école avec moins 20 degrés à l'extérieur et jusqu'au jour où ma maman a dit à mon père « Écoute, je suis désolé, mais si tu veux rester ici, tu restes, moi je retourne à Grasse. » Et c'est comme ça que nous sommes revenus dans le Midi. Mon père, bien évidemment, nous a suivis. Et puis de Grasse, nous sommes venus à Toulon, où j'ai fait le collège, le lycée, et voilà. Quelles sont les origines de vos parents? Alors, mes parents, tous les deux, sont originaires de l'Italie du Sud. Mon père est venu, a fui le fascisme comme beaucoup d'Italiens. Il est venu en France, il avait une vingtaine d'années. Ma maman, elle, était beaucoup plus jeune. Ils sont venus s'installer dans les Alpes-Maritimes. Et ils étaient originaires de l'extrême sud de l'Italie, de la Calabre, exactement, de Reggio de Calabre, tous les deux. Voilà. Et personnellement, je suis allé pour la première fois en Calabre il y a 2 ans. J'ai décidé quand même d'aller voir où étaient nés mes grands-parents. Mes grands-parents que j'ai connus, mais ils avaient migré vers le nord de l'Italie sur la fin de leur vie. Ils étaient sur la Riviera italienne, là, un petit peu après San Remo. Et que je dise au passage, mes grands-parents
Mon grand-père est décédé à 103 ans et ma grand-mère à 102 ans. On peut dire qu'il y a une endurance Ils familiale. sont partis sans aucune pathologie autre que la vieillesse et l'usure. Voilà, mon grand-père, le jour des obsèques de ma grand-mère, une de ses filles lui a dit « Écoute, tu ne peux pas venir avec nous au cimetière, ça va être trop fatigant pour toi. Tu restes ici, je reste avec toi, et on se retrouvera après. » Lorsque nous sommes revenus des cérémonies, il s'était couché. Il s'était mis dans la chambre alors qu'il était totalement valide. Il faisait ses 3-4 kilomètres tous les jours à pied en promenant. Il s'était mis dans le lit et il ne s'est jamais plus relevé du lit. Il a passé 6 mois comme ça et il est parti. Il a refusé de continuer dès lors que sa femme n'était plus là. Belle histoire d'amour. C'est un beau geste d'amour, une belle preuve et une belle histoire. Quelle était la profession de votre papa et votre maman ? Alors mon papa, vous savez, comme beaucoup d'Italiens du Sud, mon papa était dans le bâtiment. Quant à ma maman, elle n'a jamais travaillé en dehors des tâches ménagères de la maison. Mais autrement, elle n'a jamais occupé d'emploi particulier. Mon papa a fait toute sa vie dans le bâtiment comme artisan. Quelles sont les valeurs qui vous ont transmises ? Il y en a quelques-unes. Je les ai faites miennes. L'honneur, le sens de la parole donnée, la fidélité et l'amour. L'amour l'amour de la famille, bien évidemment, mais ça, je dirais, c'est évident. C'est presque normal chez les Italiens du Sud. Oui. Mais je crois que le sens de la parole donnée et de l'honneur. On aime bien se regarder dans la glace, non pas parce qu'on s'apprécie, mais parce que je pense que dans la famille, sur ce plan-là, au moins, on peut être fier de ce que l'on est. Et moi, je suis fier des valeurs que mon père m'a transmises. Le petit Jo, justement, il était comment ? Il était rebelle, aventurier, chieur il était comment, le petit Jo ? Oh, je pense que j'ai jamais trop posé de problème à mes parents. Si, je me suis échappé 3 fois de la maternelle. Donc figure. Oh, j'allais pas bien loin, je retournais à la maison. J'étais pas vraiment un fugueur, mais il se trouve que, comme dans beaucoup de petites villes à l'époque, l'école était sur la place publique. La cour d'école, c'était la place publique. Et on sortait sur la place pour jouer pendant les récréations. Et moi, il n'y avait pas de grille, il n'y avait rien du tout. Je profitais de la récréation pour repartir à la maison. Bon. Mais en dehors de ça, non, je ne pense pas avoir posé beaucoup de problèmes à mes parents. J'ai jamais fait de grosses bêtises. Je crois pas, non. J'ai pas le souvenir d'avoir été un enfant terrible. Je le suis devenu beaucoup plus tard. Et quelles sont vos passions aujourd'hui ? Alors, on a parlé du bateau. J'ai eu au cours de ma vie, mon métier d'abord. Mon métier de journaliste qui m'a toujours passionné. C'est un métier que je m'étais choisi dès l'âge de 13 ans. Oui, d'accord, c'était bien prévu tout ça. Le jour où mon père m'avait offert un premier appareil photo et où je me suis mis à collectionner et à découper les images de Paris Match. Voilà, et je me suis dit, je deviendrai reporter. Je suis devenu reporter, j'y ai fait toute ma carrière, et pendant toute ma carrière, j'y ai pris énormément de plaisir. À aucun moment dans ma vie, je n'ai eu un regret sur le plan professionnel. Est-ce que vous prenez toujours des photos ? Non. Non, si je prends des photos avec mon téléphone comme tout le monde, c'est tellement plus simple, plus pratique. On l'a dans la poche, contrairement à l'appareil photo qui nécessite un sac. Donc, il n'y a pas les mêmes objectifs quand même. Il n'y a pas les mêmes objectifs, mais j'ai pas les mêmes besoins. Bien sûr que j'ai toujours du matériel photo que j'utilise dans certaines circonstances. Mais j'ai plus beaucoup de temps.
Argentique ou numérique? Ah, j'ai toute une collection d'appareils argentiques qui, à mon avis, représentent une certaine valeur pour les connaisseurs. J'ai quelques Leica. Oui, là, les boîtiers carrés, c'est ça? Non, les Leica, les 24-36. Oui. J'ai aussi des Rolleiflex. Des Rolleiflex, je dois avoir un Hasselblad et puis une quantité de Nikon lorsqu'on est passé vraiment au 24-36. Je dois avoir 2 ou 3 valises de matériel photo. Plus noir et blanc ou couleur? Je préfère personnellement le noir et blanc. Je préfère le noir et blanc. Je trouve que les images sont plus belles lorsqu'elles sont en noir et blanc. Revenons au bateau, je crois que c'est votre passion, ou nous la partageons d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous rattache à la mer? Je crois que depuis longtemps, depuis l'âge de 20 ans ou 21 ans, dès que j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent, j'ai commencé par... Mon premier achat était une voiture, le deuxième a été un petit bateau. Voilà. Hein, et j'ai toujours fait du bateau. Mais attention, moi je suis bien au-dessus de l'eau. Je me sens beaucoup moins bien dans l'eau. Vous aimez pas nager? J'aime pas nager, je nage bien sûr, mais je prends pas de plaisir. Hein, chez moi j'ai eu une piscine pendant des années. Dans l'été je devais me baigner 2 fois 5 minutes. Lorsque je suis sur mon bateau, je peux passer 4 jours sur le bateau sans me mettre à l'eau, même quand elle est à 25 degrés. Je suis mieux sur que sous. Et donc le bateau, c'est une vieille histoire. Et puis un jour, j'ai décidé je me suis dit que tester la voile, c'était peut-être pas si mal. J'ai commencé à voir un petit peu ce qu'était la navigation à voile sur un voilier. J'y ai pris goût et je suis tombé complètement amoureux, addict de ce sport, si tant est que c'est... Oui, ça peut être un sport. Pour moi, ça a été un sport parce que pendant des années, je régatais dans la région. J'ai beaucoup d'amis régatiers aussi. Mais bon, c'est avant tout une évasion, un moment de plénitude quand on est sur l'eau et sur son bateau. Pour moi, c'est de la plénitude, on se réalise totalement. C'est le lieu où on peut penser, où on peut réfléchir, où on peut se détendre, où tous les sentiments sont possibles lorsque l'on est sur un bateau. Mais avant de passer à la voile, j'ai eu une autre passion qui continue, mais malheureusement que je ne peux plus exercer pour des raisons politiques et géographiques. Pendant des années, dans les années 70, chaque année, je prenais ma voiture et je partais traverser le Sahara en totalité. En 4x4 ? Et tous les ans, non, au début, j'ai commencé avec une 2 chevaux. Hein. Après, en 4x4... Elle passait partout, la Dutch. Oui, en 4x4, c'était quand même plus confortable après. Et j'allais tous les ans jusqu'en Afrique noire avec une destination différente. Et je faisais l'aller-retour, pour le plaisir, en 1 mois et demi. Sacré voyage. Ça faisait quelle distance ? Ah oui, d'autant plus que dans les années 70, la route s'arrêtait vers le milieu de l'Algérie et on la retrouvait au nord de la Côte d'Ivoire. Hein, et entre-temps, c'était de la piste partout. De la piste ou du sable ? Et du sable ou du caillou, selon les endroits. Voilà. Et la Dutch passait ? Oui, ça passait. Bon, ça passait quelquefois difficilement, hein, mais ça passait quand même. Et j'ai fait ça pendant des années, tous les ans, j'allais me faire mon aller-retour Sahara-Afrique noire. Et ça m'a passionné. Et puis, quand je me suis mis à la voile, à ma première traversée en mer, j'ai eu exactement, point par point, la même sensation, le même plaisir que sur une traversée du Sahara. Quand vous partez faire une traversée en mer, la première fois, après bien évidemment, on prend des habitudes. Mais la première fois, il y a toujours un petit moment d'inquiétude. Pourvu que j'arrive au bon endroit,
parce que ça reste naviguer au compas. Maintenant, on a des instruments, c'est plus simple. Mais dans ces années-là, il n'y avait pas de GPS et on naviguait avec un compas, voire avec un sextant. Et on se dit, la première fois, pourvu que j'arrive au bon endroit, parce que quelques degrés. Pourvu que je n'ai pas de casse en mer. Et on manque la Corse. Voilà. Je ne l'ai jamais manqué. Pourvu que l'on n'ait pas de soucis mécaniques, pourvu qu'on n'ait pas de soucis que l'on casse pas, que l'on ne déchire pas une voile, pourvu que l'on n'ait pas un gros coup de mauvais temps, parce que les météos n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc on avait ces inquiétudes. Et c'est une incertitude qui est constante sur un bateau. Absolument. Et lorsqu'on part traverser le Sahara les premières fois, on se pose exactement les mêmes questions, parce qu'on part pour à peu près 1500 km de désert, mais de désert total, où il n'y a pas un brin d'herbe, il y a du caillou et du sable, et on se dit, pourvu que mon véhicule tienne le coup, pourvu que je ne tombe pas en panne, parce que là, il n'y a pas de mécano autour, pourvu que je n'ai pas un vent de sable qui va m'effacer la piste, et je risque de ne pas la retrouver, pourvu que je n'ai pas un petit accident corporel, parce qu'il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de médecin, pourvu. On se pose exactement... Que je trouve un point d'eau. Et un point d'eau également. Pour accueillir. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les applications. Mais au milieu, sur 1500 km, des points d'eau, il n'y en a pas. Sur 1500 km, il n'y a pas de point d'eau. Sur le Sahara, en plein centre du Sahara, pas de point d'eau. Il n'y en a pas. Ça commence vers la partie sud ou à la partie nord, mais au milieu, il n'y a pas de point d'eau. Donc, il y a effectivement ces mêmes angoisses, ces mêmes inquiétudes. Et lorsqu'on arrive, quand on finit une première traversée en mer et qu'on arrive au port, on découvre le paradis. Et lorsque l'on arrive de l'autre côté du Sahara, c'est aussi le paradis. C'est exactement la même chose. Moi, j'arrivais à peu près régulièrement, on aboutissait à l'aller sur une ville du Mali qui s'appelle Gao. Gao, qui est un village au bord du fleuve Niger. Le Niger qui était plus souvent à sec d'ailleurs, ou quasiment, qui était très 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 loin d'être l'endroit, le paradis. Mais malgré ça, ça avait quand même une sensation de paradis, parce que, tout simplement parce qu'il y avait un arbre, qu'on pouvait se mettre à l'ombre, tout simplement parce qu'il y avait un petit bistrot où on allait pouvoir boire une bière, des petites choses comme ça, qui d'un coup reprennent toute leur valeur. Voilà, donc cette similitude, ça c'est... Et puis ça continue à me passionner. Malheureusement, je regrette que le Sahara soit devenu à peu près infréquentable pour les événements politiques et de guerre que l'on connaît. On ne peut plus avoir l'insouciance de partir à l'aventure comme ça. Absolument. Moi, j'ai vécu... Ça peut être difficile. J'ai fait des séjours, quelquefois, d'une semaine dans des campements de Touaregs, parce que c'est une population que j'adore. Vivre avec ces gens-là, c'est une expérience absolument extraordinaire. Je ne suis pas sûr que l'on puisse trouver mieux en matière d'expérience humaine. Vivre avec ces gens-là, lorsqu'on voit ce qu'est leur quotidien, parce qu'ils sont au milieu de nulle part. 60 degrés au soleil, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'arbre, du sable, de la pierre, et ces gens-là partent. Ce sont des nomades, et ils partent quelquefois pour faire 1000 km. Ils traversent du nord au sud avec leurs chameaux. Et pour l'eau ? Et ils ne sont pas sur leurs chameaux, eux marchent à pied. Et pour l'eau, ils font comment ? Eh bien pour l'eau, ils ont leur réserve ? Leur gerba. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est des peaux de chèvre qui sont remplies, une chèvre vidée, et on garde la peau, et on la remplit d'eau, ça leur sert de réserve. Ils traversent avec ça. Alors bien évidemment, dans le Sahara, il y a 2 ou 3 points d'eau malgré tout. Quand je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas d'eau, oui, on peut faire 1000 km sans voir un point d'eau. Mais eux les connaissent par contre. Il y en a quelques-uns qui sont rares.
Et ils se dirigent généralement, lorsqu'ils font leur traversée à pied avec leur chameau, ils se dirigent, ils font leur itinéraire en Par rapport fonction à de ces ces points d'eau. 2 ou 3 points d'eau. Voilà, et ça, c'est une expérience absolument extraordinaire. Aventurier, quoi. Et je crois qu'en faisant de la politique aujourd'hui, on est toujours un peu C'est un petit peu le même aventurier. chemin, Ça quand n'est même. plus ça n'est plus la même aventure. Ouais. Hein, Le ça danger n'est est plus. moindre. Il est différent. Il est plutôt passionnel. Il est différent. La politique est devenue quelque chose de difficile. C'est devenu d'autant plus compliqué depuis quelques années avec les réseaux sociaux. Parce que avec les réseaux sociaux, beaucoup de gens, sous prétexte qu'ils communiquent avec un pseudo, ou même quelquefois avec leur véritable identité, mais ils se sentent à l'abri. Ils se sentent autorisés à pratiquer l'agressivité, quelquefois l'insulte, quelquefois c'est pas joli, c'est pas beau, Ça manque de dignité. totalement. Alors autant effectivement c'est un outil absolument extraordinaire, mais lorsqu'il est dévoyé de cette manière-là, je trouve que c'est bien dommage, et ça complique, je crois, beaucoup l'exercice du quotidien. Parce que même lorsqu'on décide de faire abstraction de ces réseaux, on ne veut pas les voir, mais on les voit quand même. Parce qu'on a toujours envie de savoir ce que l'on pense de nous. Et on a toujours un ami qui nous rapporte ce qui s'est passé. Aussi, voilà. Donc on y est, qu'on le veuille ou pas, on est totalement immergé là-dedans, et ça n'arrange pas la politique. Est-ce que ça ne serait pas l'information d'aujourd'hui? L'information plus libérée, sans éditorial des médias, avec moins de retenue, parce que tous les journaux ont quand même eu des lignes éditoriales à suivre. Est-ce que ça ne libère pas tout ça, avec ses travers, bien sûr? Je crois que les réseaux, pour beaucoup de gens, c'est devenu un défouloir. Un défouloir. Qui débouche sur tout et n'importe quoi. Il n'en demeure pas moins que les réseaux ont leur importance, qu'effectivement ça peut véhiculer de l'information. Oui, beaucoup. Lorsqu'il s'agit de vraies informations et non pas de fake news. Dans ce sens-là, c'est extrêmement important. C'est un lien social. C'est un lien avec les amis. Quelquefois, on ne prend pas le temps de téléphoner, mais à 1h du matin, on s'envoie un petit message que l'autre lira le lendemain matin au réveil. C'est un lien social absolument extraordinaire. Moi, je ne regrette qu'une chose, effectivement, c'est que certains l'utilisent à des fins qui quelquefois sont indignes. Voilà. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Au niveau du parcours professionnel, vous nous avez parlé de votre période dans la presse. Est-ce que vous avez fait des petits boulots aussi? Non. Non, moi je me destinais parce que c'était le rêve de ma maman. Ma maman venant de l'Italie du Sud, où la vie était difficile, où là-bas on gagnait sa vie dans les champs. Et puis elle est arrivée dans les Alpes-Maritimes, où elle a connu mon père, lequel travaillait dans le bâtiment. C'était pas un métier facile. Ah d'accord. Pour elle, une petite sœur ou je une suis son fils unique. Le garçon unique, pardon, parce que j'ai quand même une sœur. Ok. Oui, j'étais le garçon. Une grande sœur ou une petite sœur? Une petite sœur, qui a 10 ans de moins que moi. Et j'étais le garçon, et ce garçon, pour mes parents, pour eux, le symbole de la réussite de leur fils, c'était que leur fils puisse travailler toute sa vie en costume cravate dans une banque. Pourquoi dans une banque? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que c'était le rêve de ma mère. J'ai donc fait des études normales, classiques. Et puis j'ai fait des études de comptabilité et de commerce.
pas Où? longtemps. Sur Marseille? Alors, Étiez où? c'était à Toulon. C'était à C'était où? Toulon, mais j'ai pas pratiqué très longtemps parce que j'étais pas doué. Les chiffres, c'est pas mon truc. J'ai fait ça pour faire plaisir à ma mère. Hein, mais très vite, bon, j'avais la passion de la photo. L'été, pouvoir me payer mon premier scooter ou ma première voiture, j'allais travailler l'été. Je faisais de la photo. Et entre autres, il y a eu un été où j'étais à Saint-Tropez, où je travaillais dans une boîte qui faisait des photos des soirées sur les plages, et enfin un petit peu partout. Et là, certains ont remarqué des images que j'avais pu faire dans l'été. Et au mois de septembre, alors que je devais intégrer une école de commerce à Marseille, je reçois un appel, enfin un courrier à l'époque, un courrier de la direction générale de Varmatin qui me dit, voilà, on a repéré ce que vous avez fait, on aimerait vous rencontrer. Je suis allé voir le directeur général de Varmatin qui m'a dit qu'il souhaitait me recruter, m'embaucher. Bien évidemment, j'ai sauté de joie parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, faire du reportage, c'était le C'est votre but? un rêve d'enfant. Et du coup, j'ai laissé tomber mon cursus scolaire et c'est comme ça que j'ai débuté à Varmatin. Après, bien évidemment, au- dans les premières années, j'ai fait un certain nombre de séjours à l'école de journalisme à Paris pour, euh, pour acquérir ce métier le plus totalement possible. Votre période à prendre les photos sur les plages, c'était un peu un prémisse aux réseaux sociaux d'aujourd'hui. Oui, si ce n'est que ces photos, Oui, il y avait des magazines. on ne les diffusait pas à tout le monde. Hein, Oui, il y avait des magazines, voilà. Et on les c'était diffusé diffusait sur les sur les magazines. magazines, mais c'est toujours avec l'autorisation des gens qu'on avait photographiés. Ah, donc ça existait à Oui, l'époque. oui, oui. Hein, c'était là, je travaillais à ce moment-là beaucoup dans les soirées privées, et les soirées privées, on n'y était accepté que s'il y avait un garant de discrétion, Bien sûr, bien entendu. hein, et de sécurité. Donc si C'était pas des images j'en ai volées, bien diffusé sûr. quelques-unes dans les magazines, bien évidemment, puisque c'est comme ça que la direction du journal m'a repéré, mais ça a toujours été avec l'accord des gens photographiés. Vous ne vous êtes jamais présenté en tant que maire à des élections municipales, à part sur des listes. Et là, par la force des choses, vous avez été élu. Comment avez-vous pris cette mission? Ben, déjà, je ne me suis jamais présenté parce que pour moi, la politique, c'est pas un métier. C'est pas un métier. Moi, mon métier, je l'ai exercé toute ma vie. Toute ma vie, il m'a donné pleine satisfaction. Hein, il m'a permis de vivre d'une manière très confortable, Très on va dire. confortable. Ouais. Hein, je n'avais pas besoin d'un deuxième métier. Et surtout pas un métier de politique. C'est pas un métier, la politique. Enfin, il ne faut pas que ça soit considéré comme tel. Je vous ai expliqué comment j'y suis arrivé parce que Arthur Pecht, en 99, m'a appelé. Ça n'était pas prévu. Mon parcours politique est une succession d'imprévus. En 99, quand Arthur Pecht m'a appelé, je n'avais pas prévu. J'avais préparé mon bateau, je partais traverser l'Atlantique parce que je souhaitais aller vivre un an ou deux dans les Caraïbes. Oh là là, moi, ça m'aurait pas plu d'être Bah, à empêché de l'époque, oui. partir comme ça. Voilà. Eh ben, mon bateau, mais je vous assure, mon bateau était prêt. Il y avait un deuxième bateau qui était à côté de moi, un copain, qui lui est parti par contre. Et lui a fait le tour du monde d'ailleurs après. Et il n'est d'ailleurs rentré qu'il y a peu de temps. Bref, c'est ce que je m'étais dit. Et puis lorsqu'il m'a appelé, j'ai dit tiens, ça, pourquoi pas une nouvelle aventure. Et je suis parti. Et là, j'ai commencé à aimer. À aimer, non pas, j'aime pas la politique telle qu'elle est souvent pratiquée. Hein, pour moi, ma politique, c'est me consacrer, essayer de faire avancer les choses. Voilà. Hein, aider, si possible, et faire avancer les choses.
Donc, pour moi, ça n'a jamais été un métier. Je n'ai jamais été véritablement candidat parce que, bon, ça a été une succession d'opportunités. Et malgré ça, depuis 2000, je n'ai plus lâché. J'ai continué. J'ai continué parce que j'ai pris goût à la chose publique, pas au métier, je le précise, mais à la chose publique. J'y ai pris goût, j'ai envie. Aujourd'hui, certains diront que j'ai un âge trop avancé. Je suis en pleine forme, tout va bien. Hein, et je continue surtout à prendre du plaisir et à avoir ce goût de la chose publique. Je pense que si je n'avais plus ce goût, je m'arrêterais, bien évidemment. Et là, comme vous le disiez, là aussi, c'est le fait des événements qui ont fait que le maire que j'ai remplacé, qui a eu quelques soucis, a été obligé de se démettre. L'ensemble de l'équipe que nous avions autour a estimé que j'étais le mieux placé, peut-être le plus sage. C'est peut-être aussi un privilège de l'âge, hein, ou le plus expérimenté. Je ne sais pas. Toujours est-il que l'ensemble de l'équipe m'a sollicité, a souhaité que je prenne la relève, et je l'ai prise. Et là aussi, je l'ai prise, cette relève, pour accompagner cette équipe qui m'était fidèle, pour l'accompagner jusqu'à la fin du mandat, c'est-à-dire jusqu'au mois de mars prochain. Et en disant, c'est vrai, qu'à partir du mois de mars, j'arrêterai et que je retournerai faire un petit peu de bateau. Et puis il s'avère que pour des raisons politiques, celles-là, qui dépassent un petit peu la Seine, des raisons qui sont à l'échelle de la métropole, de ce que certains considèrent comme pouvant représenter un danger, etc., il était important que la Seine continue, ne bascule pas dans une certaine politique. Je ne veux pas parler de gauche, de droite. Hein. Vous m'avez dit qu'on ne parlerait pas de politique. Mais voilà. Et j'ai été très très largement sollicité par l'ensemble de mon équipe qui m'a dit « il faut que tu continues, tu es en forme, vas-y ». Mais pas que. Hein. La totalité des maires qui entourent notre ville m'ont dit de la même manière « il faut que tu y ailles ». Tu es l'homme qui a apaisé la situation, qui a ramené le calme, qui a ramené un travail normal dans cette équipe, dans cette municipalité, parce qu'il est vrai que depuis le début de ce mandat, c'est-à-dire depuis, enfin, très vite après l'élection, à partir de 2021, les choses ont commencé, les relations ont commencé en interne, ont commencé à se dégrader. Elles se sont tellement dégradées qu'il y a eu une scission dans l'équipe majorité, qu'il y a eu en gros un petit peu moins de la moitié qui sont partis, qui ont formé une opposition, ce qui a rendu ce mandat extrêmement compliqué et inconfortable. Et il faut que l'on tranche, que l'on coupe avec ce type de fonctionnement qu'on a souvent retrouvé dans l'histoire politique de la Seine. Hein, et voilà, donc on m'a dit, il faut que tu continues à apaiser cette situation et que enfin la Seine retrouve un fonctionnement normal, un fonctionnement municipal, un fonctionnement politique, etc. Donc, vas-y. J'ai beaucoup hésité, je ne vous le cache pas. Mais là encore, je me suis dit pourquoi pas. Je vais continuer. Hein. J'ai envie d'y mettre du cœur, de l'énergie, j'ai de la force, j'en ai encore très largement à revendre. Et je continue à avoir envie de m'investir pour cette ville.
Mais de tout ça, rien n'était prévu il y a 10 ans. Je ne suis pas un politique de métier. Moi, ma carrière, elle est derrière moi. Elle m'a donné satisfaction pendant près de 40 ans. J'y ai pris un énorme plaisir. J'ai bien gagné ma vie. Hein. Je suis parfaitement heureux. J'ai une compagne qui m'accompagne, qui est près de moi et qui me donne aussi plein de satisfaction. J'espère que l'inverse est vrai aussi. Hein. Donc j'ai tout pour être heureux. Je ne viens pas chercher à meubler du temps. Je ne viens pas chercher à gagner de l'argent. Je ne viens pas chercher à une occupation quelconque. Non, j'ai envie. Je crois que j'ai envie et surtout, vous l'avez peut-être compris, je suis un passionné. Le Sahara, la mer, la voile, hein, je suis un passionné. C'est comme ça. Il paraît que c'est une des qualités des gens du Sud, essentiellement du Sud de l'Italie, je veux bien le croire. Hein. Je suis passionné et aujourd'hui, je continue à l'être et je le suis presque de plus en plus. D'ailleurs, pour cette nouvelle élection qui arrive, qui approche, le slogan de ma campagne, c'est passionnément la Seine. La passion a toujours guidé ma vie, hein, dans mes choix, dans mes aventures, dans le métier que j'ai fait. J'ai eu l'occasion un certain nombre de fois d'être sur des théâtres de guerre. Hein, et je peux vous assurer que dans des situations un peu scabreuses que l'on rencontre dans ces conditions, si on n'est pas passionné, on prend le premier avion et on rentre à la maison. Voilà. Et si on parlait un peu famille, vous êtes papa, grand-papa? Alors, je suis papa d'un garçon qui a 45 ans, qui est dans les affaires à Paris, qui lui, par contre, a été... je crois qu'il est un petit peu comme moi. Il a vécu, il est parti un petit peu travailler aux Antilles. Il a travaillé un certain nombre d'années aux États-Unis, en Floride. Il a vécu longtemps en Angleterre. C'est un nomade, lui. Et là, depuis, il est en train, l'âge aidant, je l'espère pour lui, il est en train de se sédentariser à Paris, je dirais. Tout va bien pour lui. Il ne m'a jamais non plus donné de soucis. Hein, et voilà, et je n'ai que ce fils. J'ai une petite fille adoptive quand même, qui est assistante sociale ici à la Seine, et qui est la fille de ma compagne, et qui de fait est devenue ma petite fille. Voilà, et là aussi, ça me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur, tout ça. Sur quoi, selon vous, les gens se trompent quand ils imaginent ce que vous êtes? Quand ils imaginent Quand ils imaginent qui vous êtes? qui je suis, je pense qu'ils se trompent quand ils imaginent que je suis en politique pour faire de la politique, si je peux dire. Hein, de la politique comme ils l'entendent eux, à savoir, je ne parle pas là du côté noble de la politique, et pourtant la politique c'est quelque chose de noble, mais dans l'esprit de beaucoup de gens, je pense qu'il y a des expériences, hein, il y a des exemples qui font que on a les métiers de la politique, c'est très largement égratigné, abîmé, et ça c'est pas bien. Mais je crois que c'est ça, c'est j'ai un petit peu de mal. Je crois vraiment que cette politique doit... Je ne sais pas si c'était vraiment le sens de votre question, mais je crois que ça doit être quelque chose de noble. On doit faire de la politique
en étant fier d'en faire. On ne doit pas faire de la politique pour profiter d'une situation, pour profiter de certaines relations qui se nouent dans ce milieu, pour profiter de certains avantages. Personnellement, je vais vous faire un aveu. Depuis 2000, j'ai été adjoint, je suis maire aujourd'hui. Je n'ai jamais fait, lors de mes déplacements, je n'ai jamais fait une note de frais. Je ne me suis jamais fait rembourser un repas que j'ai fait avec des gens que j'invitais. Je n'ai jamais essayé de me faire rembourser les litres de gasoil que je consomme avec ma voiture. Pas en ce moment, j'ai la chance depuis quelque temps d'avoir un chauffeur, mais ça n'était pas le cas jusqu'à il y a 4 mois. Je n'ai jamais profité de ce que la situation d'élu pouvait m'apporter. Contrairement à mon métier, mon vrai métier, qui était le journalisme, où là, Tout était pris en compte, bien sûr. on fonctionnait beaucoup avec de la note de frais. D'ailleurs, avec un peu d'humour, il y a une anecdote qui se répand dans les milieux du journalisme. Un bon journaliste, dit-on, c'est celui qui arrive à vivre avec ses notes de frais. Hein, j'ai jamais réussi totalement non plus, là. Mais bon, là, effectivement, il y avait des notes de frais, parce que lorsqu'on prend un avion, lorsqu'on va à l'hôtel, il faut normalement, bien évidemment, se faire rembourser. Il m'est arrivé de faire des déplacements à Paris dans le cadre de mes missions d'adjoint. La commune a payé le train, je me suis payé l'hôtel et les restaurants. Voilà. Comment encaissez-vous les trahisons? Ah. Ça fait quand même partie C'est un du jeu sport qui se politique. pratique beaucoup, la trahison en politique. Comment je l'encaisse? Ça dépend des jours. Il y a des jours où ça m'énerve beaucoup, où je me fais violence pour ne pas répondre. Et puis il y a des jours où on devient un petit peu... Bon, c'est peut-être que c'est un peu l'expérience. Peut-être que c'est un peu le vécu. On prend de la hauteur. Hein, et puis on relativise. Bon, la trahison, elle fait souffrir lorsqu'elle vient de quelqu'un d'un proche. Si elle vient de quelqu'un que l'on a côtoyé au hasard d'un conseil municipal ou d'une réunion en ville, bon, ça reste... moi, je relativise ces choses-là. Je sais que ça peut arriver. Hein, je sais que la fidélité n'est pas toujours la qualité première d'un homme politique. Donc, et ce qu'on vit au niveau national actuellement le démontre largement. Hein. Voilà. Ça pourrait me faire souffrir, ça m'a fait souffrir à certains moments. Maintenant, ça ne m'amuse pas, mais ça, je dirais presque que ça m'indiffère. Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer, même les jours difficiles? Ce qui me donne envie de continuer, c'est l'envie. C'est cette envie. Il y a quelqu'un qui a dit envie d'avoir envie. J'épouse totalement ces mots-là. Je suis passionné, j'ai envie, j'ai du temps. Eh bien, pourquoi ne pas le consacrer à la chose commune? Hein, il y a tellement de choses à faire dans cette ville que j'ai envie de la faire avancer. J'ai envie de travailler, de me consacrer à ça. Et si vous pouviez résumer en une phrase votre moteur profond, ce serait quoi? Même si on y tourne autour depuis. Résumer, mais je vais vous le résumer en 2 mots, quitte à me répéter. Envie et passion. Passionnément. Passionnément, parce que ce que je fais me passionne, parce que cette ville est passionnante, parce que ce métier, ça n'est pas un métier, la politique, mais cette mission, elle est noble, elle est passionnante, et la Seine mérite que l'on se passionne pour elle. Quand on vous croise dans la rue, qu'est-ce que vous préférez qu'on dise de vous? Monsieur le maire, monsieur Minniti, ou juste Joseph, ou Jo? Salut Jo. D'accord, au moins Voilà. c'est clair.
Alors voilà, vous êtes réélu. Quelles seront les 3 premières propositions que vous mettrez en œuvre dès le premier jour? Déjà, la première mission va être de trouver de l'argent, parce que cette commune est très pauvre, elle est extrêmement paupérisée. Les recettes fiscales sont faibles et il est compliqué de réaliser tout ce que l'on voudrait réaliser. Aujourd'hui, si je pense des priorités, pour moi, je veux réhabiliter les écoles. Parce que les écoles, alors c'est vrai, on en parle beaucoup au mois de septembre, au moment de la rentrée, et puis après on en parle moins. Mais j'ai fait le tour des écoles depuis que j'ai été élu maire. Le tour des écoles de la Seine, je me suis rendu compte à quel point ces écoles, pour la plupart d'entre elles, sont dégradées. Et je trouve qu'il est indécent, je dis bien indécent, d'envoyer nos enfants dans certains de ces établissements, tellement ils sont abîmés, ils sont dégradés, où j'ai vu des sanitaires cassés, où j'ai vu des vitres cassées, où j'ai vu des salles qui ne sont pas, où il n'y a pas de double vitrage avec la chaleur de l'été. On l'a vécu. Ça a d'ailleurs été ma première mesure de maire. Ça a été dans l'urgence. En 3 jours, nous avons fait vider les stocks des magasins de bricolage de la région parce que nous avons dû acheter un peu plus de 300 ventilateurs parce que dans les salles de classe, il faisait plus de 40 degrés. Et ça, on ne peut pas l'imaginer. C'est pas normal que nous continuions comme ça. Donc les écoles, pour moi, première des priorités. La première. Après, bien évidemment, après, tout est priorité à la Seine. Faire revivre ce centre-ville. Ramener de la sécurité dans la ville. Bien que je précise quand même que dans cette ville, il n'y a pas vraiment d'insécurité. Il y a un sentiment, oui, c'est vrai qu'il y a des endroits dans certaines rues, dans certains coins de la ville, votre épouse ou la mienne n'irait pas nécessairement s'attabler à la terrasse d'un café pour boire un apéritif ou un verre d'eau. C'est ce sentiment-là. Et ce sentiment-là déborde beaucoup sur le fait que on ne va plus faire des courses en ville, les commerçants n'ayant plus de chiffre d'affaires finissent par fermer, etc. Et là on est dans une espèce de spirale descendante et il faut stopper ce mouvement-là. Il faut stopper et repartir dans une spirale ascendante cette fois. Voilà, après, bien évidemment, il y a des problèmes de circulation. Cette ville a été laissée à l'abandon pendant des décennies. On a parlé, tout le monde a promis, tout le monde a fait. Le dernier qui a réalisé des choses, ça a été le docteur Pecht qui a réhabilité tout l'espace du chantier naval, avec le parc qui a réhabilité, qui a fait des constructions, qui a refait un quartier de nouveau. Mais ça n'est pas terminé, la tâche n'est pas terminée, et je pense qu'il faut il faut avancer dans ce sens-là. Mais tout est urgence à la Seine. Une dernière phrase pour convaincre les électeurs? Pour les convaincre, eh bien écoutez, je pense que la Seine doit sortir. Elle doit sortir la tête de l'eau. Il ne faut pas oublier l'histoire de la navale. Pour autant, il faut cesser le deuil. Ça fait 40 ans maintenant. Pensons à autre chose. Pensons à l'avenir de cette ville qui a un potentiel énorme. Au nord, il y a Brégaillon avec les plus brillantes entreprises en technologie, parmi les plus brillantes de la planète. Des entreprises comme Ifremer, le CNRS, Naval Group. Ce sont des entreprises qui brillent sur l'ensemble de notre planète aujourd'hui. Naval Group, ça vend du matériel hyper sophistiqué partout dans le monde.
Ifremer, c'est la société la plus performante en matière dans le domaine sous-marin. Enfin, nous avons là des pépites, des vraies pépites. Et lorsque nous allons au sud, lorsqu'on va se promener à La Verne, aux Sablettes, à Fabregat, on est au paradis. On est au paradis. Et je veux que les Seinois s'approprient ce paradis. Voilà. Qu'ils aient enfin, eux aussi, l'impression de vivre dans un paradis, qu'ils en prennent conscience. Que la Seine n'est pas ce que l'on dit. La Seine, ce n'est pas une ville où on se fait égorger. La Seine, c'est une ville où l'on peut vivre heureux. Il faut que nous en prenions conscience et que nous nous en persuadions. Et là, nous vivrons heureux. Merci Joseph. Merci Jo. Merci. Abonnez-vous pour être informé.